Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du contrôle social et de la déviance, et non seulement je vais définir et expliquer ces deux notions, mais je vais aussi vous montrer en quoi elles sont interdépendantes et que la relation entre les deux est plus compliquée que ce qu'on pourrait penser spontanément. Et c'est d'ailleurs une idée, cette interdépendance entre le contrôle social et la déviance qui irrigue et qui dirige tout ce chapitre sur la déviance. On va commencer par définir la notion centrale dans ce chapitre, la notion de déviance. La déviance désigne les comportements considérés comme contraires aux normes d'un groupe social. Je répète, la déviance désigne les comportements considérés comme contraires aux normes d'un groupe social. Dans cette définition de la déviance, on trouve la notion de norme. Et donc, pour bien comprendre ce que c'est que la déviance, ce que sont que les comportements déviants, il faut comprendre ce que c'est qu'une norme. Voici la définition que je vous propose. Une norme est une règle précise et concrète qui indique les comportements qui sont attendus ou interdits. Je répète, une norme est une règle précise et concrète qui indique les comportements qui sont attendus ou interdits. Donc chacun de ces éléments est important. D'un côté, c'est une règle qui donc va dire qu'il faut se comporter de telle façon ou au contraire, il ne faut pas se comporter de telle façon. Mais on ne parle pas de quelque chose de finalement assez vague, où là on pourrait utiliser la notion de valeur. Quand on parle de normes, on parle vraiment de quelque chose qui est vraiment précis et concret. Donc, par exemple, l'amitié, la solidarité, l'honnêteté, ce ne sont pas exactement des normes, ce sont plutôt des valeurs, mais qu'on peut interpréter de façon différente. Et ce qui compte vraiment, c'est plutôt les comportements concrets qu'on associe à chacune de ces valeurs. En l'occurrence, par exemple, la laïcité, qui est une valeur, elle doit obliger chaque personne, notamment dans l'espace public, à masquer les signes religieux, ou au contraire, et donc à faire en sorte qu'il n'y ait pas de religion visible dans l'espace public, donc que l'espace public soit un espace neutre religieuse en termes de religion, au sens où tout serait effacé, il n'y aurait pas de religion dans l'espace public, ou au contraire, est-ce que la laïcité, c'est plutôt une forme d'acceptation de toutes les religions et que toutes les religions doivent être acceptées de la même façon et doivent pouvoir s'exprimer de la même façon dans l'espace public, mais donc doivent pouvoir s'exprimer. Ça, par exemple, ce sont deux normes différentes et opposées qu'on peut associer à une même valeur, la laïcité. Pour donner d'autres exemples un peu plus précis, il faut traverser quand le feu piéton est vert, c'est une norme, ça on voit bien, c'est précis, c'est concret. Mais les normes ne sont pas toujours indiquées de façon aussi explicite. Par exemple, considérer que un garçon qui pleure devant une comédie romantique, ce n'est pas un vrai homme, ça, c'est aussi une norme qu'on peut contester, avec laquelle on peut ne pas être d'accord, évidemment, mais c'est une norme qui reflète une certaine vision de la masculinité. Et à l'inverse, dire non, on ne peut pas dire, il ne faut pas dire, c'est pas faire preuve de tolérance que de dire qu'un garçon qui pleure devant une comédie romantique, ce n'est pas un vrai homme. Et donc condamner ce type d'affirmation, c'est aussi une norme évidemment opposée, mais à chaque fois, on a des jugements et on exclut certains comportements. Soit le fait de pleurer devant une comédie romantique, soit le fait de critiquer les personnes qui pleurent devant une comédie romantique. On voit bien avec ce dernier exemple que tous les groupes n'ont pas les mêmes normes, que parfois il y a certaines normes qui vont être partagées par différents groupes, différentes personnes, mais qu'au contraire, parfois des comportements vont être attendus de certaines personnes et à l'inverse vont être condamnés par d'autres personnes. On reviendra là-dessus plus tard. Ces normes, en tout cas, sont transmises lors de la socialisation. C'est tout le but d'ailleurs de la socialisation, de transmettre des normes et des comportements et de faire en sorte que les individus aient les comportements qui sont attendus de leur part par leur environnement social, par les groupes auxquels ils appartiennent. Donc cette transmission peut se faire par imprégnation ou par inculcation. Je vous renvoie aux vidéos sur le chapitre sur la socialisation. Mais évidemment, la socialisation n'est pas toujours parfaite pour différentes raisons et les individus n'ont pas toujours les comportements que l'on attend d'eux. Et finalement, c'est pour ça que justement qu'on interroge la déviance. Si tous les
individus avaient les comportements qui étaient attendus d'eux, il n'y aurait pas de déviance par définition. Et donc, les groupes sociaux vont réagir quand les individus vont avoir des comportements qui ne respectent pas les normes de ce groupe. C'est ce qu'on appelle le contrôle social. Si on doit définir le contrôle social, on peut dire que c'est l'ensemble des moyens et des processus par lesquels un groupe social fait respecter ses normes. Je répète, le contrôle social désigne l'ensemble des moyens et des processus par lesquels un groupe social fait respecter ses normes. Donc, ce contrôle social repose avant tout sur l'application de sanctions. Soit on peut entendre sanctions dans un terme, dans un langage courant et plutôt restrictif sur juste punir les comportements qui sont considérés comme déviants, qui sont considérés comme contraires aux normes du groupe social. On peut aussi avoir une vision plus large, on peut considérer qu'une sanction c'est simplement une évaluation du comportement et qu'il peut y avoir des sanctions positives qui vont au contraire récompenser les comportements qui sont attendus. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ces sanctions, qu'elles soient positives ou négatives, peuvent être mises en œuvre par différentes personnes de différentes façons, et c'est dans cette perspective, que l'on va distinguer différentes formes de contrôle social, notamment le contrôle social formel et le contrôle social informel. Le contrôle social formel, ce sont les sanctions mises en œuvre de façon explicite par des institutions. Je répète la définition, le contrôle social formel désigne les sanctions mises en œuvre de façon explicite par des institutions. Et entre parenthèses, vous pouvez rajouter police, école, etc. Donc ce sont souvent des institutions spécialisées, même si on peut l'élargir un petit peu. À côté de ça, vous avez donc le contrôle social informel, qui lui désigne les sanctions mises en œuvre de façon implicite et diffuse par l'ensemble de l'environnement social. Je répète, le contrôle social informel désigne les sanctions mises en œuvre de façon implicite et diffuse par l'ensemble de l'environnement social. Donc là, au lieu d'avoir une institution qui officiellement, parce que c'est ça que ça signifie, formel ou informel, c'est officiel ou pas officiel en gros, au lieu d'avoir une institution officielle qui vient vous sanctionner, là, au contraire, c'est simplement votre entourage qui va vous faire comprendre que tel comportement n'est pas accepté en vous faisant par exemple des remarques pour vous dire que ah bah tiens, si t'as pleuré devant une comédie romantique, c'est dire que t'es pas un vrai homme. Alors, de façon générale, on considère que le contrôle social informel est plus efficace que le contrôle social formel parce qu'il est finalement exercé de façon permanente et par notre entourage, donc par des personnes à qui on tient, auxquelles on est plus attaché que par une institution officielle. Donc même si finalement les sanctions sont moins importantes, quand on parle de remarques, de moqueries, etc., ou simplement du fait de passer moins de temps et avoir moins d'affection envers une personne qui a des comportements qu'on considère comme pas totalement conformes, comme légèrement déviants, finalement, ça joue un plus grand rôle, ça influence plus les comportements, puisque c'est en fait exercé de façon permanente, que le contrôle social formel qui, lui, même si ça va être une amende ou une peine de prison, va agir à un moment donné, de façon ponctuelle donc. On vient donc de définir la déviance et le contrôle social. Et on comprend déjà assez facilement en quoi ces deux notions sont interdépendantes, puisque le but du contrôle social, c'est notamment de sanctionner, punir les comportements déviants. S'il n'y a pas de comportement déviant, il n'y a pas besoin de contrôle social. Et on pourrait imaginer dans ce cas une situation où le contrôle social serait tellement efficace qu'il n'y a pas de comportement déviant du tout. Sauf que, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Notamment, Émile Durkheim, un des pères fondateurs de la sociologie, nous dit que la déviance est un phénomène normal au sens où c'est inévitable, n'importe quelle société, n'importe quel groupe va avoir des comportements déviants. Donc les comportements déviants, ce ne sont pas des comportements qu'on pourrait définir de façon objective et absolue, faire une liste et dire ça, c'est des comportements déviants, point barre, qu'en réalité, ça dépend des valeurs et des normes des groupes sociaux et de leur sensibilité. Et que, notamment, si certains comportements considérés comme déviants diminuent très fortement au point de quasi disparaître, on va pas se retrouver dans une situation où il ne va plus y avoir de comportement déviant, on va au contraire avoir
une redéfinition des normes du groupe et de la société, et des comportements qui auparavant n'étaient pas considérés comme déviants, qui vont le devenir. Donc il y a deux explications à ce phénomène. Ce que met notamment en avant Durkheim, c'est le fait que quand un comportement qui était considéré comme déviant disparaît, on devient plus sensible face à des comportements qui n'étaient pas considérés comme déviants. Donc notamment sur les questions de la violence, dans une société qui est très violente, où la violence se retrouve en permanence, il y a juste certaines formes de violence qui vont être considérées comme des formes de déviance, alors que dans une société où il y a quasiment peu de violence, n'importe quel usage de la violence va être considéré comme une forme de déviance. Une autre explication qu'on peut mettre en avant, c'est le fait aussi que, en fait, tous les groupes ont besoin de déviance et contrôle social pour assurer leur unité et leur cohésion. Finalement, désigner des comportements déviants, c'est les exclure, c'est dire nous, on n'est pas comme ces comportements ou ces personnes, ces autres groupes, nous, on a au contraire nos normes, on se comporte différemment, et justement, du coup, avoir ce rapport d'opposition et rejeter certains comportements en les désignant comme déviants, ça permet d'assurer l'unité et la cohésion du groupe. Et donc, finalement, quand vous n'avez plus de comportements qui sont considérés comme déviants, il peut y avoir une menace sur l'unité du groupe et en fait un réflexe qui est plus quelque chose de psychologique, qui n'est pas forcément quelque chose de volontaire. Là, on est sûrement dans le domaine de la psychosociologie, ou de la psychologie sociale, mais voilà, avoir ce comportement de dire finalement on va resserrer les rangs en excluant certains comportements ou certaines personnes. Donc en gros, certes, il ne peut pas y avoir de contrôle social s'il n'y a pas de déviance, mais en fait, on va se retrouver dans une situation où presque le contrôle social va produire de la déviance pour à la fois refléter la sensibilité plus grande du groupe à certains comportements, mais aussi pour assurer l'unité et la cohésion du groupe. C'est quelque chose sur lequel d'ailleurs on reviendra plus tard dans ce chapitre. L'évolution des formes du contrôle social permet de mieux comprendre aussi son fonctionnement. On observe de façon générale une augmentation du contrôle social formel au détriment du contrôle social informel. Mais finalement, en disant ça, on a l'impression que c'est le contrôle social formel qui a pris de la place et qui en a laissé moins au contrôle social informel. Alors qu'en réalité, c'est plutôt l'inverse, le contrôle social informel qui a diminué, qui a pris moins de place, et cette diminution du contrôle social informel et de son importance a été compensée par une augmentation du contrôle social formel. Cette évolution peut s'expliquer de différentes façons. On peut notamment mettre en avant le rôle de l'urbanisation et l'augmentation de l'individualisme. Dans des sociétés centrées autour de petits villages où tout le monde se connaît, vous pouvez avoir un contrôle social informel très fort, très prégnant, et donc vous n'avez pas vraiment besoin du contrôle social informel. Par contre, dans un processus d'urbanisation où les individus vivent dans des villes plus grandes et où il y a du coup moins d'interconnaissance, on connaît moins les gens autour de nous, il ne peut plus y avoir le même contrôle social informel, et donc pour compenser cette baisse du contrôle social informel, on va avoir besoin de l'intervention d'institutions spécialisées et donc du contrôle social formel. Par ailleurs, les grandes villes regroupent des personnes avec des valeurs et des normes différentes, ce qui explique et contribue au mouvement d'individualisme, où on est du coup centré sur ses propres valeurs, ses propres normes, et où on va du coup faire moins attention au comportement des autres, parce que simplement ces personnes n'ont pas les mêmes valeurs, pas les mêmes normes. Et donc, le contrôle social formel va avoir pour but de faire respecter des normes qui sont considérées comme basiques et fondamentales par l'ensemble de la société. Mais le contrôle social informel va être réduit simplement parce que du coup, les individus sont plus diversifiés, ont des normes différentes, et ce qui empêche d'exercer du contrôle social informel entre eux. L'augmentation du contrôle social formel, elle reflète aussi une augmentation du rôle de l'État de façon générale, le fait qu'on attend plus de choses de l'État en termes de sécurité, mais aussi en fait en termes de protection sociale et économique, et notamment la criminalisation accrue de certains comportements. Des comportements qui étaient considérés comme auparavant soit
pas problématiques, pas déviants, soit comme des affaires privées qu'il fallait régler directement entre les personnes concernées, mais il n'y avait pas besoin d'une intervention de l'État, maintenant euh, ces comportements vont être sanctionnés par l'État et on va attendre que l'État sanctionne ces comportements. Et là, on retrouve finalement l'idée de Durkheim que, notamment, au fur et à mesure que les comportements déviants disparaissent, la société va devenir plus sensible à différentes formes de violence et va du coup sanctionner des comportements qui n'étaient pas considérés comme problématiques auparavant. Vous avez aussi le fait que les valeurs et les normes de la société changent, notamment en termes de égalité entre les femmes et les hommes et de protection des droits des enfants, et que par conséquent, on va attendre que l'État mette en œuvre ces valeurs notamment en étant sévère envers les violences commises envers les femmes et ne pas considérer que les violences ou le viol conjugal c'est une affaire privée à régler entre personnes privées, ou que aussi les violences sexuelles envers les enfants à nouveau exigent une intervention de l'État, même si elles sont commises dans un contexte privé. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les déposer dans les commentaires et moi, je vous souhaite une bonne journée.